Bonjour à tous, bienvenue dans La Revue, votre vidéo quasi hebdomadaire qui analyse un papier de recherche scientifique. Aujourd'hui, un papier des laboratoires de recherche de NVIDIA qui porte sur une nouvelle méthode d'apprentissage pour les GAN. On va le voir, ce qui est extrêmement intéressant avec cette méthode, c'est qu'elle permet de générer des images de grande résolution, 1024 par 1024, de façon stable et avec une qualité quasi photoréaliste. Les célébrités que vous voyez sur ces photos ne sont pas réelles, en effet, il s'agit d'images générées à l'aide de la méthode proposée par NVIDIA et comme vous pouvez le voir, les résultats sont saisissants. On pourrait presque s'y méprendre et penser qu'il s'agit de photographie professionnelle. Ces résultats sont encore plus impressionnants si on vient les comparer à l'état de l'art actuel, puisque même si des méthodes comme BGAN avaient atteint des niveaux de qualité similaires, elles étaient bloquées à des résolutions bien plus petites, 128 par 128, ce qui représente 100 fois moins de pixels. Entraîner ce type de réseau sur des problèmes à si haute dimensionnalité est un véritable challenge, notamment pour s'assurer que le temps d'apprentissage n'explose pas, tout en évitant des problèmes de divergence. Mais revenons une petite minute sur la méthode de base, celle que NVIDIA est venue améliorer, les GAN, proposée par Ian Goodfellow en 2014. C'est une façon nouvelle et simple de formuler des problèmes de génération qui va s'appliquer aussi bien à des images qu'à du texte ou de la musique. Elle part d'une idée très simple, c'est que finalement, pour attaquer ce problème, rien ne nous empêche de partir d'un générateur qui, à partir d'un vecteur latent qui va lui servir de bruit, va venir générer des images. Le gros problème auquel on va faire face, c'est dans l'étape de rétropropagation, c'est qu'il nous faut une erreur justement à rétropropager et que cette erreur devrait être finalement la distance entre les images qu'on génère actuellement et la distribution d'images à émiter. Cette distance est cependant très difficile à évaluer et dès qu'on va lui donner une certaine formulation mathématique, on va se retrouver avec un biais dans le système qui va pénaliser nos capacités de génération par la suite. Malheureusement, impossible de procéder sans une erreur à rétropropagée. Ce qu'a donc proposé Ian Goodfellow, c'est une nouvelle façon de la formuler. Il introduit donc un nouveau réseau, un réseau qu'on va appeler discriminant, qui lui va prendre une image en entrée et qui va calculer une probabilité d'appartenance à la distribution imitée. Le but du générateur va devenir alors de tromper le discriminant, tandis que le discriminant va essayer de battre le générateur. Une sorte de jeu s'installe, un équilibre se crée, et progressivement, à partir d'images complètement aléatoires, on va arriver à générer des choses qui vont approcher la distribution qu'on souhaite imiter. C'est un domaine de recherche très actif et très prometteur, avec de nombreux défis à relever, notamment réussir à générer des contenus à très grande dimension de façon stable, ce qui nous ramène tout droit au papier de NVIDIA. L'idée que propose NVIDIA n'est pas sans rappeler le forward thinking. Plutôt qu'entraîner la totalité du réseau initialement, il propose de l'entraîner couche par couche, partie par partie. La différence majeure avec le forward thinking, c'est que plutôt que d'arrêter l'entraînement des couches initiales une fois qu'elles sont considérées optimisées, ici, celui-ci continue jusqu'à la fin de l'entraînement de l'intégralité du réseau. À quoi va ressembler la méthode proposée ici en pratique? Eh bien, en partant d'un générateur et d'un discriminant parfaitement symétriques, générant des images de petite taille, on va ajouter des étages de convolution qui vont doubler à chaque fois la résolution de l'image générée. Ce processus, on va le répéter et le continuer jusqu'à atteindre la résolution cible, en l'occurrence 1024 par 1024. On est en droit de se demander pourquoi cela marche si bien. Eh bien la réponse est très simple, c'est que pour apprendre une tâche complexe, il vaut mieux la subdiviser en plus petites tâches. C'est un concept qui nous est évidemment familier et qu'on retrouve en apprentissage automatique avec la notion de curriculum d'apprentissage. L'idée, c'est que plutôt que de prendre des échantillons aléatoires de notre ensemble d'apprentissage au moment de l'entraînement, il est préférable de structurer la façon dont on sélectionne ces échantillons. Et bien ici, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce curriculum d'apprentissage se crée de façon passive en quelque sorte, de façon implicite. Initialement, sur des petites images, le réseau va uniquement apprendre par exemple la palette générale de couleurs. Ensuite, à mesure que les images s'agrandissent, le concept de forme va apparaître, la localisation des couleurs va apparaître. Puis, quand l'image commence à atteindre une certaine résolution, on va même commencer à pouvoir identifier ces formes, finalement, dire que certaines vont être des yeux, certaines des bouches, d'autres des cheveux. Et éventuellement, quand on atteint la pleine résolution, le réseau va pouvoir appliquer sur ces formes et ces localisations des textures pour créer des détails et rendre les images photoréalistes finalement. Alors évidemment, quelques astuces supplémentaires sont nécessaires. On va se concentrer sur une d'entre elles et c'est celle qui permet de faire fonctionner les transitions, c'est-à-dire quand on va venir ajouter un nouveau bloc dans le réseau. On va s'intéresser à un cas très simple pour illustrer le mécanisme mis en place par NVIDIA et c'est celui de la transition dans le générateur du bloc 4 par 4 vers le 8 par 8. À cette transition, on vient insérer un nouveau bloc de convolution, 8 par 8, dans le générateur. Pour ce faire, en fait, on prend la sortie du bloc 4 par 4, on l'agrandit 2 fois et on la passe dans ce nouveau bloc. Le problème, c'est que les poids des matrices de convolution dans ce bloc ne sont pas du tout initialisés, elles sont aléatoires. Et ça veut dire que l'image qu'on a en sortie, eh bien, ce n'est plus l'image qu'on avait auparavant, mais c'est une image complètement aléatoire. Et ça crée une sorte de disjonction, une discontinuité dans l'apprentissage, et c'est très problématique puisque ça peut entraîner une divergence. Ce que propose de faire NVIDIA, c'est que plutôt que d'insérer ce 8 par 8 directement, c'est d'insérer finalement progressivement en important un paramètre alpha
qui va venir combiner finalement la sortie doublée du 4x4 et la sortie doublée traitée par le bloc de convolution 8x8. Ce paramètre alpha, il va évoluer linéairement, c'est-à-dire qu'initialement, on va uniquement avoir la sortie du 4x4 doublée à la bonne échelle, mais éventuellement, ce qui va se passer, c'est que cette opération finalement de combinaison va complètement disparaître puisque seule la sortie du 8x8 sera utilisée. Si on s'intéresse aux discriminants, finalement c'est exactement la même chose, sauf que les réseaux sont renversés, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des convolutions transposées, et bien là, on a bel et bien des vraies convolutions. Un autre avantage de cette méthode, qui n'est pas des moindres, c'est en termes de vitesse d'apprentissage. En effet, le réseau 1024 par 1024 a beaucoup plus de paramètres et est donc beaucoup plus lent à entraîner. Si on partait avec le réseau 1024 par 1024 dès le début, en environ 96 heures, on pourrait voir moins de 1,2 million d'images. Alors qu'avec le réseau qui se construit progressivement, en 96 heures, c'est plus de 6 millions d'images qui peuvent être vues. Au final, pour atteindre 6 millions d'images dans l'autre cas, il faudrait plus de 512 heures. Il ne faut pas exagérer non plus, c'est une méthode très lente. Nvidia l'entraîne sur un GPU P100 et pour obtenir les résultats présentés en tout début de cette vidéo, il leur faut plus de 20 jours d'entraînement. Pour vous donner un ordre d'idée, si jamais vous louez cette puissance de calcul sur Amazon EC2, ça représente un peu plus de 1000 €, simplement pour générer ces images. Cependant, les 520 heures gagnées initialement en entraînant des réseaux plus petits, ça représente quand même une division par 2 du temps total d'apprentissage. C'est donc très loin d'être négligeable. Voilà l'essentiel du papier. Il y a évidemment d'autres petites astuces pour que ça marche aussi bien. Je les détaille un peu plus dans le billet, le lien est dans la description. Sinon, je vous invite à lire tout simplement le papier proposé par Nvidia. Une dernière chose sur laquelle je pense qu'il est bon d'insister, parce que c'est malheureusement aujourd'hui trop rare en apprentissage automatique, c'est que Nvidia fait preuve de beaucoup d'ouverture vis-à-vis de ce papier, c'est-à-dire qu'ils fournissent non seulement des millions d'images à différents stades d'entraînement du réseau, mais ils fournissent aussi le code et les réseaux préentraînés si jamais vous voulez vérifier finalement leurs résultats chez vous. J'espère vous avoir fourni une bonne introduction à ce papier passionnant et je vous souhaite une excellente lecture si vous décidez de continuer à explorer le sujet. Cet épisode de la revue, c'est terminé. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les faire dans les commentaires de la vidéo. La revue, c'est un papier de recherche toutes les semaines. Vous pouvez nous suivre sur YouTube ou sur Twitter pour être tenu au courant des derniers développements.